Bonjour, je suis Jean-Michel et je viens vous parler de machines intelligentes et des applications industrielles que l'on peut faire de l'intelligence artificielle. Je vous propose le plan suivant. Tout d'abord, résumer les enjeux de l'industrie, puis rentrer plus en détail dans la technologie du machine learning, voir comment construire un modèle prédictif et prescriptif, puis embarquer cette intelligence directement dans les objets et les machines, faire de la maintenance prescriptive documentée et quelques exemples d'applications industrielles. Quels sont aujourd'hui les enjeux de l'industrie, que l'on appelle souvent en Europe Industrie 4.0 ? La révolution digitale industrielle sera beaucoup plus rapide qu'elle ne l'a été pour le marketing, pour des tas de raisons, notamment la croissance du nombre de machines et d'objets. Certains prévoient jusqu'à 200 milliards en 2020, suivant les estimations. Un volume de données qui croît de façon exponentielle. De plus en plus de réseaux capables de transporter cette donnée et évidemment des compétences en intelligence artificielle qui permettent de mieux la traiter. Malgré tout, tout cela est tellement complexe qu'il n'est plus aujourd'hui dans l'échelle humaine, enfin, il n'est pas possible pour un humain de traiter cette donnée et on doit donc confier à la machine la possibilité de donner du sens à ces données et de transformer cela en un outil décisionnel. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, IoT, Big Data, ce sont un peu des buzzwords. On va voir comment appliquer ces concepts au monde industriel, concrètement. Les trois enjeux principaux pour l'industrie sont d'abord le time to market. Il faut que les solutions soient mises en place très rapidement. Ensuite, il faut que ce soit très souple. Il faut que ce soit des solutions qui soient capables d'apprendre toutes seules. Et il faut qu'elles soient agnostiques sur le réseau. Il faut que ça fonctionne avec tous les réseaux existants de transport de la donnée. Et enfin, il faut que ce soit extrêmement efficace, bien sûr. Il faut pouvoir répondre en temps quasi réel. Il faut pouvoir prescrire des actions qui soient actionnables dans l'industrie, détecter des erreurs. On va donc utiliser le machine learning et l'intelligence artificielle pour faire ce que l'on appelle l'analyse prédictive. Rentrons un petit peu plus dans la technologie du machine learning. Le machine learning et l'intelligence artificielle sont assez disruptifs par rapport à ce que l'on utilise le plus communément aujourd'hui, à savoir les statistiques et le data mining. Le machine learning est un processus cyclique qui est en auto-apprentissage permanent. Le point d'entrée, c'est avant tout, ça peut paraître évident, mais c'est quand même très important, définir quelle est la question à laquelle on doit répondre. Donc définir quel est ce que le modèle doit prédire. Ensuite, il faut collecter les données, les enrichir, appliquer des traitements, ajouter de la donnée exogène, éventuellement l'anonymiser. On parle de données d'historique, c'est-à-dire qu'on apprend, par exemple, sur les machines, de l'ensemble des pannes, des interventions, des opérations de maintenance, de toutes les données transmises par les capteurs. Et on va y rajouter des données exogènes et contextuelles, comme la météo ou d'autres informations. Ensuite, le modèle commence à apprendre. Il va choisir le meilleur algorithme, les meilleurs paramètres, pour pouvoir répondre à la question posée avec les données qui sont fournies et éventuellement enrichies. On crée comme ça un modèle qui est capable d'identifier et de prédire un risque. On vérifie que les recommandations qu'il fait soient actionnables. Typiquement, si vous avez une éolienne dont vous prédisez la panne, vous pourriez dire que l'éolienne marcherait beaucoup mieux si vous la déplaciez de 10 mètres. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas une action que l'on pourra recommander. Une fois que ce modèle est prêt, un premier modèle est prêt, il faut le confronter aux experts, c'est-à-dire que les experts métiers n'interviennent pas avant. Avant, on laisse parler uniquement les maths.
Et là, l'expert métier, par contre, va pouvoir inférer sur le modèle, c'est-à-dire rentrer son expertise, valider ou invalider les recommandations qui sont faites. Et donc après, on passe en production et le modèle est en auto-apprentissage permanent. Le machine learning doit relever un certain nombre de défis. Il faut qu'il soit complètement automatisé et fiable, bien sûr, autonome et auto-apprenant. Il faut qu'il puisse répondre en production en temps réel et converger vers un objectif en étant capable d'expliquer ce qu'il recommande, ce qu'il prédit, et s'assurer que ce qu'il recommande soit actionnable. Ça fait beaucoup d'objectifs qui sont absolument impératifs pour que ce soit efficace. Donc, pour construire un modèle prédictif, la première étape, c'est la collecte des données qu'il faut automatiser, simplifier, et on parle bien de données brutes. Il ne faut pas partir de données qui a déjà été travaillées, dans laquelle on aurait introduit des a priori métiers, qui introduiraient donc un biais dans l'analyse. Puis on commence à construire un modèle en en testant tous les algorithmes possibles et les différents paramètres et en s'assurant que ça répond donc à la question qui est posée, c'est-à-dire que dans les données d'historique, évidemment, il faut que quelque part la réponse à la question posée on puisse la retrouver. On ajoute ensuite, alors ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important, on ajoute de la donnée exogène pour pouvoir contextualiser les datas. On part au départ de big data, très rapidement on arrive à du huge data. C'est très important de transformer les événements simples en séquences d'événements remises dans un contexte. Et évidemment, à tout moment, le modèle doit, quand il commence à produire des prédictions, il doit mesurer sa performance, vérifier dans les mois qui suivent la période d'analyse si ces prédictions sont bonnes. Et donc, il va chercher à améliorer le modèle jusqu'à avoir un taux de prédiction qui soit satisfaisant. Donc, ces 4 étapes permettent de créer ce qu'on appelle le modèle prédictif. En résumé, on prépare les données, on modélise. Modéliser, ça veut dire on crée un modèle qui est vivant. Ce n'est pas un modèle fini, bien sûr, il continue à apprendre en permanence. Et pour une question, on a un modèle. Si vous avez 2 questions, il faut créer 2 modèles. Ensuite, on confronte ce modèle aux experts pour l'améliorer. C'est une confrontation qui peut être permanente. À chaque fois qu'on produit une recommandation, il faut savoir l'exprimer dans le langage métier pour qu'un expert puisse éventuellement la valider et l'exploiter. Et enfin, on passe en production ce modèle, c'est-à-dire qu'on le met dans le cloud et qu'à partir de ce moment-là, il est capable de répondre en temps réel aux données transmises par les capteurs des objets et des machines et qu'il devient capable de détecter les signaux faibles à la source en temps réel. L'étape suivante consiste à passer au prescriptif. Alors, souvent, on mélange un petit peu maintenance prédictive, maintenance prescriptive, on ne voit pas trop la différence. En fait, c'est très simple. Prédire une panne, c'est bien. Prescrire ce qu'il faut faire pour l'éviter, évidemment, c'est beaucoup mieux. Et expliquer la décision, expliquer pourquoi on prédit telle panne et expliquer comment faire pour la réparer, c'est absolument indispensable. On a donc là un modèle prédictif qui est capable de prédire donc une panne, qui est capable de prescrire ce qu'il faut faire pour l'éviter, sauf que ça ne marche que tant que la machine ou l'objet sont connectés. C'est le principe des smart objects, c'est qu'ils ne sont smart que quand ils sont connectés. Si on les débranche, ils ne savent plus prendre de décision. Donc, ce que nous avons fait, notamment chez Tell Me Plus, c'est que nous avons inventé les Predictive Objects qui permettent d'embarquer l'intelligence directement dans l'objet. C'est très simple. Si on met l'intelligence dans l'objet, ça le rend intelligent. L'étape d'après est la maintenance prescriptive documentée.
On a donc des objets qui savent prédire leur panne de façon autonome, qui savent expliquer comment l'éviter, et maintenant, ils sont même capables de vous montrer comment faire. C'est-à-dire qu'on est capable de produire en temps réel la documentation technique spécifique au problème qu'on a identifié. On dit tel ascenseur va tomber en panne dans une semaine, c'est la carte A qui va lâcher et vous devez changer donc la carte A, changer aussi la carte B au passage parce qu'elle va tenir 3 mois, mais autant changer les deux en même temps, et on peut vous fournir la documentation technique pour changer cette carte. Évidemment, tout ça avant que la panne n'arrive, bien sûr. Maintenance prédictive, maintenance prescriptive documentée. Un exemple assez parlant de ce que cela peut donner. Vous prenez une éolienne, vous mettez des predictive objects dedans, par exemple. Elle devient capable de prédire toute seule. Dans une semaine, je vais avoir ma boîte de vitesse qui va casser, par exemple. Elle est capable de vous expliquer pourquoi, pour telle et telle raison, qui sont des raisons métiers qui parlent à l'expert. Elle est capable de vous dire ce que vous devez réparer. Vous devez revisser telle chose, vous devez mettre un peu d'huile ici, vous devez changer telle pièce. Et maintenant, elle est même capable de vous projeter la documentation technique pour réaliser cela, par exemple dans vos Google Glass. Et comme ça, quand vous montez en haut de l'éolienne à 100 mètres de hauteur, vous avez tout ce qu'il faut pour réparer, et ça vaut mieux parce que vous ne feriez pas ça tous les jours. On va voir quelques exemples d'applications industrielles. Donc on a vu dans les éoliennes. On part d'un parc de quelques milliers d'éoliennes. Ce sont des exemples concrets que l'on fait. On fait de la maintenance prédictive et de la gestion d'incidents en temps réel. Un autre exemple, c'est dans les compteurs d'eau. Maintenance prédictive, quelques millions de compteurs d'eau, allocation prédictive de ressources, prédiction de fuite, par exemple, sur les compteurs. Et un autre exemple qui est particulièrement intéressant, je vais m'y étendre un tout petit peu plus, c'est sur la qualité de production sur les chaînes industrielles, sur les chaînes de production industrielles. On peut faire de la maintenance prescriptive et du contrôle en temps réel, contrôle qualité de production. Si on prend comme exemple des fabricants de wafers, des espèces de galettes électroniques, on va dire, qui coûtent quand même 5 000 € pièce. Aujourd'hui, les chaînes, les industriels qui fabriquent ces galettes jettent en moyenne 10% de la production. Parce qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a un défaut sur la galette, qu'un des composants électroniques comporte un défaut, et ils sont obligés de jeter tout le lot. Et 10%, finalement, c'est pas si mal, parce qu'il y a quelques années, c'était 20%. Donc l'enjeu économique est très important. Ce que l'on peut faire en mettant des predictive objects, par exemple, directement dans les machines de production, on est capable de détecter très en amont qu'un composant, qu'une galette va échouer, sa fabrication va échouer. Et plus tôt on détecte la défaillance, plus on économise. L'enjeu se situe à peu près à quelques centaines de millions d'euros par semaine, pour vous dire que c'est vraiment un très gros enjeu industriel. On va devenir capable de faire une détection au wafer près. Donc on ne va plus jeter tout un lot, mais on ne va jeter que le wafer qui est défectueux. Et en plus, la machine va être capable de communiquer avec les machines précédentes dans la chaîne de production pour pouvoir expliquer précisément qu'est-ce qui fait que tel wafer a été défectueux et comment faire pour le réparer. Par exemple, telle machine peut dire, si elle ne sait pas expliquer par elle-même, elle peut demander à la machine précédente qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cette pièce arrive et que ça ne va pas. Si la machine précédente ne sait pas répondre, elle est capable de demander à celle d'avant, etc. Et donc, on est capable de produire une explication complète de la défaillance et donc de prescrire ce qu'il faut faire pour éviter que les prochaines galettes soient défectueuses. Et pour terminer, je vais vous parler
ce qui aujourd'hui est encore un petit peu le futur, mais il y a déjà pas mal de gens qui travaillent dessus et ça va venir assez vite. Ça ne va pas du tout remplacer la maintenance prédictive ou prescriptive, ça vient plutôt compléter la façon d'utiliser les données des capteurs. En fait, cela consiste à utiliser les capteurs qui produisent des données sur les objets pour comprendre la façon dont ils sont utilisés. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des laboratoires avec des ingénieurs qui conçoivent des objets et qui sont très fiers des superbes features qu'ils ont trouvées, mais il n'y a pas forcément un retour sur la façon dont, enfin, est-ce que cela correspond aux réels besoins. En utilisant les capteurs qu'il y a dans les objets, on est capable de comprendre la façon dont l'objet est utilisé. Par exemple, on a prévu une poignée de porte ou une poignée ou un bouton à tel endroit, et en réalité, les gens, systématiquement, ils vont le chercher ailleurs, par exemple. Et cela va permettre de modifier même le design de l'objet. Si vous imaginez que l'objet a été conçu avec une imprimante 3D, par exemple, donc il y a des plans qui permettent de construire un objet, des capteurs qui sont intégrés dans l'objet, qui retournent des informations sur l'usage de l'objet, et cela va permettre de modifier même les plans pour que les prochains objets soient complètement en adéquation avec la façon dont ils sont utilisés. C'est ce qu'on appelle donc l'intelligence de l'usage. Donc en résumé, très concrètement aujourd'hui, les industriels font de la maintenance préventive et curative, pour la plupart. Certains commencent à faire de la maintenance prédictive. Évidemment, on se dirige très vite vers la maintenance prescriptive, sans laquelle ça n'a pas beaucoup de sens. Et on voit que la maintenance prescriptive documentée est un petit peu l'état de l'art que l'on sait faire aujourd'hui. Et on se dirige vers l'intelligence de l'usage. En parallèle de ça, le fait d'être capable d'embarquer cette intelligence at the edge of network, comme on dit, c'est-à-dire pas forcément dans l'objet lui-même, si ce n'est pas possible, mais ça peut être au pied de l'objet, dans le hub qui collecte les données des capteurs, par exemple. Cela permet de s'affranchir des problématiques liées au réseau et notamment de garantir fiabilité, sécurité et réponse en temps réel aussi, bien sûr. Voilà. Je vous remercie et maintenant il ne reste plus qu'à passer à l'action. Merci beaucoup Jean-Michel. Effectivement, est-ce que vous avez des questions, des éclairages peut-être, des commentaires? Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, j'avais une question. Comment est fait la maintenance préventive aujourd'hui chez vos clients qui ne sont pas encore passés aux étapes d'après ? C'est ça, c'est de la maintenance préventive. Je pense à des clients comme des compagnies de chemin de fer, par exemple, qui aujourd'hui récupèrent les données. Alors, soit ils se basent sur des règles de maintenance. Par exemple, tous les 6 mois, il faut changer telle pièce, donc on change tous les 6 mois. Soit ils se disent, je pense par exemple à la SNCF, lorsqu'ils ont un problème de végétation, ils se disent on va couper tous les arbres pour essayer d'anticiper le problème. Par rapport à de la maintenance prédictive, notamment je pense à la SNCF, en mettant cette intelligence dans les drones qui surveillent les voies ferrées, on devient capable de prédire qu'un arbre va tomber sur les voies dans un mois, de s'arrêter, de filmer, de transférer des images, de dire il faut envoyer tel engin, vous avez 3 semaines et de continuer le vol. Donc on est vraiment dans une dimension très différente. Mais concrètement aujourd'hui, ils récupèrent toutes les images filmées par les trains, les satellites, éventuellement les drones, et ils analysent ça et quand ils pressentent un risque, ils préfèrent par prévention, c'est le principe de précaution en fait, ils préfèrent couper tout et voilà. Donc aujourd'hui c'est ce qui se fait principalement. Merci. On vous passe le micro, allez-y, n'hésitez pas, on a un peu de temps. Monsieur, on va vous passer un micro. Bonjour. 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 Déjà merci. J'ai essayé de tout suivre parce que ça allait très vite. La conf sera dispo d'ailleurs ou C'est à vous de décider. Oui, ah oui. Problème, bien sûr. Auquel cas, ça se passera en échange de cartes de visite.
Là, du coup, vous parliez du coup de votre application, mais pour une personne qui est un peu néophyte et qui souhaite aller vers ça, je pense notamment à toute la partie sysadmin et autres. On sait qu'on a une consommation de data, on sait qu'à partir de certaines dates, on a des pics, et à partir de ça, on peut par exemple se dire, OK, mon système de stockage ici, on va peut-être avoir des soucis, etc., et prédire vraiment selon les logs et l'historique que nous avons. À partir de quel produit, très simplement, parce que là on a parlé un peu architecture, mode de pensée, etc., mais à partir de quel produit en fait on peut commencer à construire ces briques justement et prédire tout ça? Est-ce que c'est des choses simples open source qu'on peut trouver, ou est-ce qu'il faut automatiquement développer avec une certaine il y a des solutions qui vous proposent effectivement aux néophytes peut-être pas, mais en tout cas aux data scientists d'injecter des données sur des plateformes, je pense à Microsoft Azure par exemple, qui permettent de faire du machine learning pour analyser, mais on ne sera jamais sur un système 100% opérationnel rapidement, puisque forcément pour que ce soit simple, on va simplifier aussi les chemins et les choix qui vont être faits, et on n'aura pas forcément le meilleur modèle pour répondre à une question. Ça me paraît difficile aujourd'hui de passer par une plateforme très générique pour répondre à un problème. Je ne parle pas de plateforme générique. Moi, dans mon cas, je suis DevOps. Donc, data scientist, c'est vraiment un métier, etc. Mais est-ce qu'il y a un DevOps qui sait se servir d'une infrastructure, gérer des serveurs, etc., installer des services et les faire cohabiter? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est atteignable pour justement une personne qui connaît la tech, mais qui n'est pas justement data scientist et qui n'a pas la couche algorithmique justement et gestion de la data, quoi? Honnêtement, je ne pense pas. Ok, voilà, j'ai la réponse. Merci. Merci beaucoup.